Bienvenue sur FNRS.tv. Nous recevons Valérie Roseau, maître de recherche FNRS à l'École des sciences politiques et sociales à l'UC Louvain. Valérie Roseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions de mémoire, des questions de réconciliation après les conflits, post-conflits, aux sorties de guerre. Alors dites-nous, pour nous expliquer cette notion de réconciliation qui semble être assez familière, est-ce que vous l'entendez de manière particulière dans vos recherches ? Oui, la notion de réconciliation, elle est utilisée dans le monde entier, donc du Rwanda à la Colombie en passant par la Syrie, la Tunisie ou l'Irak. Et ce qui est intéressant, c'est que ça recouvre différentes réalités. C'est là qu'il s'agit d'explorer les choses. Et le point de départ de ma recherche, c'était de prendre conscience qu'il y avait deux types d'attitudes par rapport au même phénomène dit de réconciliation. D'une part, les hommes politiques, les membres d'ONG, les pays donateurs, pour qui la réconciliation, c'est l'objectif évident de leur travail ou de leur mission. Et un autre type d'acteurs qui sont les survivants d'un conflit ou les descendants de victimes qui n'ont pas survécu et pour qui la réconciliation est un objectif indécent. Et ce que je propose en ma recherche, c'est de prendre les deux attitudes au sérieux parce qu'elles nous donnent la possibilité de penser la portée et les limites du phénomène. Est-ce qu'on se parle ici plutôt de confiance et de rétablissement de la confiance, ou plutôt, et j'entends déjà votre réponse, ou plutôt de rétablissement d'une forme de vérité et un établissement de la vérité qui permet cette réconciliation ? Oui, il n'y a pas de consensus, ni dans la littérature, ni dans la pratique. J'étais souvent sur le terrain. Et donc, ce qui est intéressant de voir, pour les uns, c'est la confiance, et ça a du sens. Pour d'autres, c'est la vérité qui prime, qui est une condition sine qua non, en disant où sont les corps, où sont les disparus. Et il y en a un troisième groupe qui dit non, le cœur du processus, c'est une transformation des relations. Donc, si on résume, les grandes approches qui sont les vôtres, c'est quoi, que pourrait-on dire ? Je dirais qu'il y en a au moins trois qui permettent de clarifier un peu le jeu. Il y a une approche structurelle pour laquelle ce qui compte, c'est les intérêts des parties en présence, très pragmatique, très économique, très légal, un peu à la construction de l'Union européenne, où on se base sur la collaboration politique et économique des individus en disant que le reste suivra. Une autre approche qui dit non, ce n'est pas les intérêts seulement qui comptent, c'est aussi une transformation des relations, où là on travaille le psychosocial, donc ce n'est pas les structures, donc les croyances, les stéréotypes. Et une troisième approche qui est encore plus maximaliste, spirituelle, qui se base sur le pardon et sur la réhabilitation des bourreaux, des victimes. C'est beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus difficile. Ce qui signifie une évolution sur le plan individuel et une évolution aussi sur le plan collectif. Comment est-ce qu'on mélange les deux, en quelque sorte ? L'intérêt de la recherche, c'est d'articuler, de comprendre les interactions entre ce qui se passe dans l'esprit, dans le cœur des individus qui sont là. Je me souviens d'une Colombienne qui m'avait dit « Moi, ne touchez pas à ma haine, c'est tout ce qui me reste, ils m'ont tout pris ». Donc là, c'est effectivement de l'individuel, c'est presque du psychologique. Et puis, il y a tous les processus collectifs avec qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'un Premier ministre va dire du passé. Ce qui est important, c'est de savoir quand est-ce que les souvenirs individuels que chaque individu, vous, moi, partageons, quand est-ce que ces souvenirs individuels recouvrent le récit qui est donné de manière publique du passé et quand est-ce que ça résiste. Ça, je crois que c'est important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup d'endroits du monde. Alors, vous nous parlez de sortie de conflits. C'est vrai que les conflits... je vais citer Brassens, c'est « Les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez ». C'est une matière première inépuisable. Vous avez travaillé sur quel conflit ? J'ai travaillé sur 4 types de conflits qu'on peut un peu structurer en fonction du rapport à l'autre. Un conflit franco-allemand qui est un conflit classique de guerre, combattant contre combattant. L'autre est l'ennemi à combattre. Ensuite, un conflit colonial, le cas franco-algérien. L'autre est un enfant à éduquer. Ensuite, j'ai travaillé sur un cas de conflit guerre civile. L'autre est un traître à punir, c'était l'Afrique du Sud. Et enfin, le cas qui est le plus important pour moi, qui est le Rwanda, où c'est un cas de génocide, où l'autre est un animal à exterminer. Et selon ces différents cas que vous avez utilisés, vous pouvez déterminer finalement si l'on peut toujours dire qu'il est nécessaire, qu'il est possible de tourner la page, et qu'il est toujours souhaitable de tourner la page. Oui, alors tourner la page, de toute façon, les gens vont le faire parce qu'il faut qu'ils se lèvent le matin et qu'ils repartent. La question, c'est s'ils tournent la page de manière apaisée ou pas. Et donc, parce qu'elle va se retourner, ce n'est pas irréversible. Mais selon moi, mais ça c'est une position après 20 ans de recherche, qui n'est peut-être pas la vérité, mais pour moi, la réconciliation, en tout cas dans son sens maximaliste, n'est ni possible, ni peut-être nécessaire dans tous les cas. Vous êtes scientifique, c'est important de le souligner, vous avez une approche scientifique, vous n'êtes pas journaliste, même si les approches des journalistes sont tout à fait et objectivement correctes, je dirais, mais vous êtes une scientifique, vous travaillez sur des corpus, vous travaillez sur le terrain. Quelle est votre méthodologie, en quelque sorte ?
Au cours d'une carrière entière, en tout cas maintenant en 20 ans, j'ai croisé 3 types de corpus. Le premier, c'est un corpus de témoignages, donc des entretiens auprès des anciens combattants, auprès de survivants, auprès de leaders religieux, enfin auprès de certains acteurs clés d'un conflit. Ensuite, j'ai croisé 16 entretiens avec un corpus de discours officiels, c'est-à-dire ce qui est dit dans les discours de politique étrangère, par exemple, ou une analyse des monuments ou une analyse des musées. Tout ça sont des récits du passé, des mises en intrigue, dirait Ricoeur. Et j'ai aussi croisé ça avec des données beaucoup plus quantitatives. Là, on est dans des milliers d'individus qui répondent à des questionnaires. Ce questionnaire que j'avais réalisé avec des psychologues sociaux notamment, où là, on est dans un autre exercice. Mais le croisement des 3 permet, à mon avis, d'arriver à analyser avec un peu de finesse les processus. Vous êtes maître de recherche FNRS, je l'ai dit en commençant. C'est un statut qui vous permet d'appréhender, de vivre votre recherche de manière différente quand vous vous comparez à certains collègues internationaux qui font les mêmes recherches que vous, mais qui sont dans des statuts différents. Sans la moindre hésitation, oui. C'est presque difficile à dire. Non, c'est la Rolls-Royce de la recherche sur le plan de la liberté. Donc la liberté de penser, la liberté de la recherche, c'est absolument pas un slogan pour moi depuis 20 ans, puisqu'il y a eu le stade aspirant, chargé de recherche, et puis chercheur qualifié. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. À chacune des étapes, on m'a fait confiance. Vous parlez de confiance, mais c'est aussi un fondamental en dehors des conflits. On m'a fait confiance pour partir aux États-Unis 1 an, pour aller dans un institut de recherche en Allemagne. Et donc, c'est incomparable. Je crois qu'il y a très peu de cadres au monde qui permettent de partir toute voile dehors comme ça. Alors, vous êtes aussi membre de l'Académie royale depuis 2016. Oui. C'est important pour vous, ça vous aide? Oui, c'est très important. Ça ouvre l'esprit. En fait, je ne m'attendais pas, c'est presque inespéré puisqu'on ne postule pas. Donc la nouvelle arrive comme ça, comme une espèce de cadeau inespéré. Et c'est en y allant, maintenant je suis un peu à l'étranger, donc je ne suis pas assez présente, mais en y allant, normalement tous les mois dans la classe, on est fatalement à l'écoute d'autres disciplines. Et ça, c'est aussi une source inépuisable et infinie qui ne sera jamais tarie. Merci Valérie Rozou pour ces explications et bravo pour vos travaux. Merci à vous aussi de nous suivre sur fnrs.tv, mais également nous suivre sur notre site fnrs.be et sur nos réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook et Twitter. Merci.